Mon père n'était plus en capacité de nous scolariser, de nous nourrir. C'est comme ça que j'ai été... Vous étiez dans quelle classe? J'étais en classe de CM2, donc c'était très difficile à l'époque. Lui qui avait suffisamment de moyens, on allait à l'école même en voiture, etc. Donc on n'avait plus l'argent pour manger. Et c'est comme ça que j'ai dû être placé en ville chez un tuteur. Et j'ai dû reprendre les études après l'année blanche. Et là, beaucoup de difficultés encore. Je n'avais plus le petit déjeuner, comme on le dit, 50 francs pour manger. Ah oui, c'était pas facile. Et c'est comme ça que j'ai dû prendre des cours de soutien scolaire. Donc déjà dès la 6e. Voilà, dès le CM2. Dès le CM2. De 3 ans, j'avais près de 3000 élèves. Donc à partir du CM2, vous êtes resté 3 ans à faire ça? Voilà, en fait, j'allais à l'école et parallèlement, en fait, j'avais des activités parce que ça se faisait les samedis et les mercredis soirs. D'accord. Et donc, je faisais les activités d'encadrement et je poursuivais mon cursus scolaire. Et donc, ça a évolué comme ça. Et j'avais observé aussi que beaucoup d'enfants qui travaillaient bien dans nos soutiens scolaires réussissaient aussi aux examens, mais l'année suivante, étaient obligés de reprendre le CM2 parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour aller dans les collèges privés qui étaient trop chers. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de monter une école dont le coût serait très accessible. Très bas, oui. Mais je n'avais pas d'argent et autant donc toutes les autorisations pour créer une école. Donc c'est comme ça que j'ai appris qu'un de mes anciens professeurs, lui, il avait initié une école et qui n'avait pas marché parce que le coût de la scolarité était trop cher. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv consacrée au Dr Alain Kaposhichi, PDG d'un institut international spécialisé dans l'enseignement supérieur et la formation de jeunes futurs entrepreneurs. Dr Alain Kaposhichi, bonsoir. Bonsoir. Alors je suis sûre que nos téléspectateurs trépignent d'impatience de connaître la suite de votre histoire. Nous le disions dans la première partie de notre émission, vous vous lancez très tôt dans l'entrepreneuriat, dès l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, vous êtes reconnu comme étant un modèle de réussite et vous partagez votre expérience dans différents ouvrages, dont celui-ci, qui a particulièrement retenu notre attention. Réussir à 25 ans, un exemple africain. Pour vous, s'il devrait avoir un secret de réussite, ce serait lequel? La remise en cause permanente. Le fait de ne jamais se satisfaire de ce qu'on a fait. Être dans une position d'amélioration continue, de s'améliorer continuellement. Parce que les gens que vous avez en face de vous ont de nouvelles attentes, des besoins. Leurs besoins évoluent et le chef d'entreprise doit être à l'écoute de ces besoins-là. Et il doit se connaître aussi dans ses forces et dans ses faiblesses pour savoir qu'est-ce qu'il a de bon, qu'est-ce qu'il peut améliorer et finalement travailler pour être au service de lui-même et de sa communauté. Oui, tout à fait, bien sûr, parce qu'il y a tellement d'évolutions qu'il faut effectivement être en permanence en temps de s'adapter. Alors, on remarque aussi, docteur, qu'au-delà de votre amour pour la formation, vous êtes aussi un passionné de nouvelles technologies. Un passage de ce livre nous parle du bus de l'Internet que vous créez au début des années 2000 afin de résoudre un problème logistique au sein de votre groupe. Comment vous est venue cette idée révolutionnaire déjà à cette époque? Alors, l'idée est venue tout simplement parce que j'avais 70 établissements et j'avais qu'un seul cybercafé. En fait, pour mettre en place à l'époque une salle cybercafé, les ordinateurs ne couraient pas par les rues. La connexion Internet coûtait 500 000 francs CFA c'était excessif. Par mois. Et il fallait avoir une logistique et autres et tout. Et donc, avant, je déplaçais les élèves des autres villes pour venir faire les cours d'informatique dans la seule salle informatique qu'on avait. Wow. Une fois dans la semaine. Et donc, j'étais allé justement en France pour aller acheter un bus pour pouvoir faire ces déplacements. Voilà, et c'est comme ça que... C'est-à-dire créer le cyber dans le bus, en fait, non? L'idée d'abord n'était pas le cyber, l'idée était
de déplacer les élèves des autres écoles pour les déplacer les ramener dans le cyber que vous avez Dans le cyber que j'avais. Et c'est comme ça qu'un monsieur m'avait proposé d'acheter son bus. Et pour augmenter, en tout cas pour me montrer les capacités du bus, avait ouvert la partie où qu'il avait utilisé pour une pharmacie mobile. Donc ça a tiqué dans ma tête, donc une pharmacie qui se déplace. Donc finalement, le problème que j'avais, quand si la pharmacie se déplace, voilà, donc le cyber donc peut se déplacer. Oui, tout à fait. Donc c'est pas analogie. Et après, je me suis rendu compte que c'était une technique en fait d'innovation, l'analogie, le fait donc de prendre une image et de la transposer. Et donc c'est comme ça que j'ai créé le bus de l'Internet pour la première fois dans le monde. Avoir initié donc un bus mobile avec des ordinateurs à l'intérieur, une connexion Internet et qui se déplace de village en village pour montrer, pour apporter l'informatique. Les élèves doivent être ravis. Les élèves étaient ravis. C'est très innovant. Ça m'a positionné, c'était très innovant. Donc j'ai fait mes premières interviews au niveau international. Et j'ai été décoré après au sommet mondial sur la société de l'information, où on m'a invité pour présenter mon initiative. Ouais. Alors, toujours en parlant de nouvelles technologies, vous décidez encore une fois d'innover en créant une unité d'assemblage d'ordinateurs en Côte d'Ivoire. Parlez-nous-en. Voilà, parce qu'en fait, on donnait des ordinateurs à nos étudiants, c'était des ordinateurs cathodiques. Et j'allais même dans les usines, je visitais, je me suis rendu compte que ce n'était pas si compliqué que ça, le fait donc de monter des ordinateurs. Moi-même, j'étais de formation informatique, en tout cas, j'étais dans l'informatique. Et je voyais qu'il y avait un moyen pour qu'en Afrique, on puisse mettre en place cette initiative. Et donc, c'est comme ça que j'ai travaillé sur le programme, sur le projet. Et la Côte d'Ivoire m'a offert, à mon sens, en fait, une plateforme avec le village des technologies de l'information et de la communication qui permettait d'avoir 0% de droits de douane, 0% d'impôts et vraiment une attractivité, l'accueil donc des membres du ministère, de l'Agence nationale du service universel. Et donc on avait vraiment tout l'écosystème pour la mise en œuvre de cette initiative. Nous-mêmes déjà on était des consommateurs d'ordinateurs. Ça nous permettait d'avoir à remettre à chaque étudiant donc, un ordinateur à moins de coûts. Donc, au lieu d'aller acheter des ordinateurs, on pouvait le mettre à disposition. Et après, nous avons permis à d'autres citoyens ivoiriens, puisqu'on est agréé par l'Agence nationale du service universel, donc on travaille sur le programme du président, qui est le programme Un citoyen, un ordinateur. Donc avec ça, aujourd'hui, on arrive à offrir des coûts qui sont relativement bas. Non pas parce que la qualité est basse, mais vraiment à cause des avantages qui sont offerts et du fait que la main-d'œuvre est sur place, nous arrivons à donner des coûts qui sont totalement accessibles. En tout cas, félicitations. Merci. Alors, docteur Kapo-Chichi, votre implication dans l'enseignement supérieur est presque un sacerdoce, au point où vous pilotez en ce moment même un projet très important avec votre ministère de tutelle. Votre ministère de tutelle ivoirien, quel est ce projet ? Voilà, donc je voudrais vraiment remercier maintenant la ministre Lira Mata qui est très accessible, qui est très engagée pour l'enseignement supérieur. Nous avons signé une convention pour mettre en place donc, un pôle d'innovation au niveau de Bingerville. Donc c'était vraiment une idée qu'elle avait portée. Et avec un atelier de fabrication qui est aujourd'hui fonctionnel, dans l'objectif que chaque étudiant, quand il rentre à l'école désormais, il faut qu'il devienne un entrepreneur. Et là, ça a demandé à réinventer le système parce que c'est un nouveau type donc, de pédagogie, une pédagogie active où l'étudiant apprend en faisant. 2 semaines à l'école et 2 semaines dans l'écosystème de l'entreprise avec un parcours qui lui permet de créer son entreprise et un financement, une prise de participation qu'on va faire. On prend le pari que les jeunes qui vont venir donc, dans cette formation-là vont devenir entrepreneurs et c'est une fois qu'ils ont créé leur entreprise qu'ils vont payer leur formation. Ça veut dire qu'ils arrivent sans forcément, rien qu'avec leur idée, il faut qu'ils aient leur baccalauréat juste, ils sont orientés par le ministère et nous, on les prend et on va en faire des entrepreneurs qui vont créer des emplois pour eux-mêmes et pour la communauté. Oui, c'est vraiment très bien parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de travail, c'est saturé. Voilà. Et c'est bien de former des entrepreneurs justement. Ils n'osent pas se lancer parce que aussi faute de moyens. Voilà, on parle beaucoup de moyens, mais vous savez, le problème de moyens va toujours se poser. Partout dans le monde, en fait, il y a des problèmes de moyens. Et justement, c'est lorsqu'il y a un problème que l'entrepreneur a une opportunité. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'opportunité. Et il y a beaucoup de modèles en fait d'entrepreneuriat où vous pouvez commencer sans rien. Tout au moins commencer pour évoluer progressivement, avec un minimum. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les jeunes, ils ont
de l'argent, mais ça sert pour aller en boîte. Ils ont de l'argent, mais ça sert pour acheter le meilleur portable donc, du marché, et alors que ça fait autant d'opportunités, autant de possibilités qu'ils ont. Et donc, le but de cette formation, c'est justement donc de leur permettre de faire un aller-retour entre leur passion, parce qu'il faut être passionné quand même pour entreprendre, d'aimer. Et donc, nous allons partir de leur passion, les accompagner avec tout un ensemble d'outils, d'organismes aussi qui sont partenaires de ce programme pour pouvoir faire d'eux des entrepreneurs utiles pour leur communauté. Au regard de la progression de votre groupe, quelle a été votre stratégie pour donner la meilleure formation à vos étudiants? Être à l'écoute des étudiants, de l'écosystème de la formation, de voir aussi quelles sont les perspectives qui sont offertes par l'évolution de la technologie, de la réglementation. Et je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, je crois beaucoup à la co-construction, la co-création. Et cela veut dire qu'on ne peut pas avoir une idée seule, on doit profiter de l'intelligence collective. Et le fait d'écouter les étudiants, ce qu'ils auraient souhaité avoir, aujourd'hui ils ont accès à beaucoup de choses, ils sont capables de propositions. Tout à fait. Et on arrive à co-construire avec eux. Et je crois que le groupe s'est étendu et s'efforce de répondre chaque jour à leurs besoins. Alors, combien de personnes vous employez aujourd'hui dans votre groupe? Voilà, donc le groupe aujourd'hui, effectivement, donc, est dans plusieurs pays. Nous avons plusieurs secteurs d'activité, aussi bien le domaine du conseil, la formation, l'unité d'assemblage, et donc environ 1000 personnes. Ah, quand même. Et c'est pas trop difficile, la gestion des hommes? Oui, c'est difficile si on n'a pas d'outils de gestion. On n'a pas de personnes aussi bien accompagnées et bien formées. Et c'est pourquoi tous ceux qui travaillent, je peux dire que les 98% des personnes qui travaillent sont des personnes qui ont été formées. Et donc, j'ai donné des bourses pour, par exemple, mes collaborateurs pour faire le thèse de doctorat. Donc, une vingtaine de personnes. Donc, l'idée, c'est de savoir que personne n'est éternel et que nous avons l'ambition de construire un groupe qui aura cette capacité d'avoir un peu plus de moyens, de ressources pour assurer sa pérennité, même si on est sûr quand même que pérennité, il n'y en a pas. Au moins durer, au moins répondre aux besoins de façon un peu plus durable. Tout à fait. Tu racontes sur moi, diffère de ce que tu racontais avant. On vous connaît. Et tu te crois le maître du monde, ça te monte dans la tête. Regardez-moi la sorcellerie, na foyer dans bateau, foyer dans bateau. Si ma people est assez yawa dans gaso, ici everyone le was, ici everyone la foyer dans bateau, foyer dans bateau. Si ma people est assez yawa dans gaso, ici every panther. Jumba no be married oh ah oh, Jumba no be married. Bailey, sache que c'était bon pour moi. Tu n'auras plus jamais un gars comme moi. Je pensais que j'avais trouvé l'âme sœur qui me tiendra le bras. Pourtant avec moi toi tu faisais le cinéma. J'avais décidé de t'aimer sans trembler. Malgré qu'à ton sujet les gens m'avaient tant parlé. Ça c'est le comble. Ça veut dire que si je n'étais pas Ming, on ne devait jamais être ensemble. Wallo was le fait sort. Tu étais là, tu m'embrouillais tout le temps. Tu disais m'aimer pour ma personne. Alors que sur ma tête tu avais déjà toi tes plans. Tu t'attendais à quoi avec ces attitudes de rombier? Tu parles de sortir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui vous faites la fierté des jeunes Africains. Mais quand vous étiez très jeune, avez-vous des modèles à qui vous vouliez ressembler? Je dis que j'aurais beau vouloir ressembler à Nelson Mandela, je n'aurais jamais eu la chance de vivre en Afrique du Sud, de faire la prison pendant 27 ans. Chaque histoire est unique. C'est clair, oui. Bien sûr. Mais très tôt quand même, j'étais initié par mon père. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie personnelle. Il n'a jamais été à l'école, mais c'était un leader, c'était un entrepreneur. Et je dis aux étudiants, je dis aux personnes de regarder autour de soi. Il y a souvent des modèles. Oui, c'est de là qu'est parti votre goût pour l'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat. Mon goût pour l'entrepreneuriat, le fait qu'il faisait faire
il aimait ce qu'il faisait, il avait de la passion. Et c'est ça aujourd'hui qui manque un peu aux jeunes. La passion, ça c'est vrai. Oui. La passion. Et comment aussi on peut partir de sa passion pour entreprendre et s'améliorer. Oui, mais là aussi, je pense que les parents jouent aussi un grand rôle dans l'évolution de ces jeunes élèves parce que souvent, aujourd'hui, nous sommes à un stade où les parents veulent des métiers pour leurs enfants où ils gagnent beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas forcément ça. Il faut d'abord parler avec son enfant, savoir qu'est-ce qu'il a envie de faire. Parce que si on fait quelque chose où il n'y a pas de passion, comme vous dites, on ne peut pas arriver. Et c'est pourquoi il faut réinventer l'école. Ouais. Il faut que l'enseignement aussi soit réinventé. Le modèle dans lequel on se retrouve aujourd'hui, c'est qu'il y a des formations et puis on va dire à l'étudiant, aller dans tel ou tel métier. Et le parent même impose parfois son métier à son enfant. Il faut toujours partir de ce que l'enfant a envie de faire. Parce que je peux gagner de l'argent, mais si je n'aime pas ce que je fais, je serai malheureux tout en ayant de l'argent. Tout à fait. Et donc, partir de la passion, c'est important. Et maintenant, pourquoi l'enseignement doit être réinventé, c'est qu'on forme dans un système de formation où le prof, il parle tout le temps et l'enfant ne contribue pas. Et on fait un cours magistral et des études ont montré que lorsque vous suivez un cours dans une classe et dans les 100% de nos écoles en Afrique, c'est ce que nous faisons, c'est que le prof vient, c'est lui qui est le plus intelligent, il parle pendant 3 heures et 24 heures après, il n'y a pas vraiment de communication. L'enfant ne retient que 5% de tout ce qu'il a appris à l'école. Et là, des études l'ont montré. Et ce n'est qu'en mettant l'étudiant en situation où il fait par lui-même, il va sur le terrain, il travaille sur le terrain, il s'enseigne par lui-même avec une pédagogie par les pairs qu'on monte à 90% de taux de mémorisation. Et il apprend plus vite. Et voilà, on est dans une logique de pédagogie active. Et c'est pourquoi l'école, il faut la réinventer. Et je crois qu'avec le modèle qu'on est en train de mettre en place, nous allons amorcer vers ça. Et après évangéliser les écoles. Oui, et puis ça donnera plus de dynamisme justement à l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des élèves qui s'endorment dans les classes tellement c'est plat. Et on ne les prépare pas à résoudre des problèmes dans leur communauté. C'est-à-dire que le fait de faire une pédagogie active, c'est que l'enfant, il est ici, vous savez, nous sommes par exemple en train de peut-être de faire un cours de communication, on va l'envoyer sur le terrain, faire des choses et il revient faire la restitution. Et c'est comme ça qu'on va régler les problèmes dans l'agriculture, c'est comme ça qu'on va régler les problèmes de moins. On peut être informaticien ou bien être comptable, et on vient par son métier, mais on peut résoudre des problèmes. En étant sur le terrain, sur le terrain. Et donc l'école aura en fait un dialogue permanent avec l'écosystème, avec la communauté et résoudre les problèmes de la communauté. Ce n'est que par ce moyen-là qu'on va cesser vous savez, moi quand je vais à chaque fois dans mon village, je trouve les mêmes pousse-pousse que mes parents avaient 50 ans. Et il y a des enfants ça n'évolue pas, ça n'évolue pas. Alors qu'on peut mettre un petit moteur pour pouvoir transporter. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire au quotidien. Mais tant qu'on ne va pas, l'école ne va pas dire comment vous résolvez les problèmes de votre communauté, l'enfant vient, il est un petit accoré, comme on le dit chez nous, et il veut travailler dans un bureau. Alors que c'est un modèle qui ne marchera pas. Et donc, on fait le pari avec ce nouveau système donc, de pouvoir former des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs qui soient utiles à leur communauté. En tout cas, c'est formidable ça. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission, Dr Kapochichi. Quelles sont vos perspectives à court, moyen et long terme? Alors, c'est difficile en fait pour un passionné de savoir ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. C'est clair. Mais ce que je sais, c'est que chaque jour, je vis comme si c'est un nouveau jour. Je vis comme si je dois être dans la remise en cause permanente. C'est vrai qu'avec ce nouveau projet, l'expansion du groupe, désormais, va être, on investit dans le projet de chaque étudiant. Et mon rêve, c'est que peut-être dans 5 ans, je sois actionnaire dans 1000 entreprises. Et donc, et par ce modèle-là, le jeune, il arrive, il n'a pas forcément d'argent, mais je fais le pari que quand je vais le former pour qu'il soit acteur de sa formation et acteur de sa communauté. Et donc, je vais l'accompagner et en faire donc un entrepreneur utile pour l'Afrique et le monde. Alors, quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui nous regardent et qui aimeraient justement devenir ou s'inspirer de la carrière que vous avez? Je vais leur dire que il y a 20 ans, personne ne croyait à moi. J'avais 19 ans, à peine 20, en tout cas à la veille de mes 20 ans, et même mes parents n'avaient pas cru en moi. Aujourd'hui, parce que j'ai cru en moi-même, j'ai travaillé sur mes forces et mes faiblesses, je suis arrivé. Sans argent, à 0 franc. Et je suis sûr aussi qu'eux aussi, ils peuvent y arriver.
Je pense que Dieu nous a créés tous avec un talent particulier, avec un don particulier. Je pense également que nous sommes appelés à entreprendre. Tout simplement parce que nous respirons. Et imaginez ici qu'on n'ait pas d'air à respirer, nous allons nous battre pour pouvoir trouver l'air quelque part. C'est la même chose. Les jeunes doivent quitter leur zone de confort. On a un parent qui a les moyens, on pense que ce serait la même chose pour toujours. Ils peuvent même décider de ne pas prendre l'argent chez leurs parents, d'économiser l'argent pour faire quelque chose. Et donc de commencer à savoir que la formation telle que nous avons aujourd'hui, et c'est dans toute l'Afrique, nous avons une population très jeune, 60% en fait ont l'âge de la population active, donc entre 15 et 59 ans, et nous arrivons à une situation où 80% des jeunes qui vont sortir de nos universités ne trouveront pas d'emploi. Et donc il faut qu'ils cessent de penser que l'emploi va venir de quelque part. Il faut qu'ils puissent se dire, je peux me prendre en charge par moi-même et j'ai tous les outils, toute la formation qu'il faut. Il faut qu'ils cessent d'accuser l'État. Oui. Il faut qu'ils cessent d'accuser leurs parents. Nous sommes tous arrivés donc sur Terre et nous pouvons être utiles à quelque chose. Prenez-vous en charge, prenons-nous en charge et nous allons y arriver, vous verrez. Tout à fait. Et comme vous dites si bien, toujours se remettre en cause. Voilà. Merci Dr Alain Kapo-Chichi d'avoir accepté notre invitation. Et encore une fois, félicitations pour votre parcours. Nous vous souhaitons tout le meilleur à venir pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup. C'est moi qui suis très heureux. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir pour moi de vous entretenir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, n'oubliez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous garde. La semaine prochaine, dans Leitmotiv. Je me suis déjà une destinée. Tôt ou tard, ça va arriver. À tous les coups. Juste après donc l'enterrement de ton père, comment a évolué ton travail dans cette société justement? Il faut dire que juste après l'enterrement de mon père, d'abord 3 mois, juste après l'enterrement de mon père, 3 mois après ma mère est décédée. Mon Dieu, ça a dû être un coup dur ça encore. Ça a été un coup dur, oui. très très dur pour moi. Et il faut dire déjà au niveau du travail, je ne lâchais pas, je continuais à travailler malgré tous ces événements, je continue à travailler. Et j'ai fini ma mission avec cette dame-là, je suis entré je suis reparti au bureau et j'avais comme poste superviseur général. Donc j'étais superviseur général à l'époque déjà. C'est déjà pas mal. J'étais sur le terrain, parce que j'étais plus qualifié que ceux qui étaient là. Donc je supervisais, mais j'étais sur le terrain, j'étais en tenue tout autour. Je bossais seulement que la nuit. Donc je partais à 18h, je rentrais à 6h, 7h du matin, tout autour. Donc je faisais le boulot de superviseur parce que dans la journée, il y avait un responsable qui lui était un Français. Lui s'occupait de tout, donc il me passait la main le soir. D'accord, c'est le plus difficile d'ailleurs. Voilà, pour pouvoir suivre les éléments sur le terrain, tout ça. Et donc, dans ça, chaque fois, et après, comment on appelle ça, ces derniers-là se retrouvaient tranquillement chez eux, et moi je me tapais tout le boulot. Oui, et toi tu t'es tapé tout voilà. Et ils venaient, ils faisaient leur temps, 2 ans, 3 ans, tout autour. Et après, le patron, un juge m'a appelé pour me dire, écoute, je vois que quand tu bosses avec toi, c'est toi qui fais tout. Toi qui gères tout, c'est toi qui fais tout. Pourquoi ne pas te garder là? Et puis tu pourras tenir ces sujets. Je dis, je peux. Si vous me donnez, je peux tenir. Donc, on va t'essayer 1 mois ou 2 pour voir si tu peux quand même tenir. On va te faire continuer seul alors. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est dans ça qu'il me tend la pêche. Et moi, j'ai récupéré le groupe qu'on appelle l'assistance. Donc j'ai géré ça correctement. Et après, pendant les 2 mois, il était très satisfait jusqu'au point où il m'a gravi l'échelon. Je suis passé de superviseur général à CO, chef des opérations. Donc je suis passé chef des opérations. Donc je gérais toutes les opérations, tout autour. Mais il fallait toujours que quelqu'un soit au-dessus de moi. Comme étant un modèle de réussite, et vous partagez votre expérience dans différents ouvrages, dont celui-ci. Je recommence parce que quand je vais dire dans celui-ci, je peux faire ça, au moins. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir, un grand plaisir pour moi de vous entretenir. Je vous donne rendez-vous pour votre prochain numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, n'oubliez pas. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève